Bonsoir à tout le monde, bienvenue au lycée-collège Françoise Combe de Montpellier pour cette première conférence du cycle des causeries d'excellence 2025 et j'ai le grand plaisir à accueillir M. Sébert Montels, alors qui est un enfant du quartier, qui est né rue de Castelnau, je crois. Quasiment, qui est historien de formation, qui exerce le même métier que moi puisqu'il était encore il y a quelques mois proviseur dans un lycée du Havre, et nous avons, pour la petite histoire, été corélégionnaires dans le cadre de la formation des chefs d'établissement. Nous sommes de la même promotion. Voilà. Donc très heureux de l'accueillir, très heureux de vous accueillir, et je vais très rapidement lui laisser la parole, puisque le but du jeu quand même ce soir, c'est de l'écouter sur cette passionnante épopée qu'est ce petit lopin de terre. Merci beaucoup, Monsieur Lozard, chers collègues. Merci à tous les membres de la famille qui se sont déplacés pour me soutenir ce soir. Merci aussi à tous les membres de la communauté éducative de la cité scolaire Françoise Combe. Alors je ne vais pas aborder du tout la période contemporaine qui vous appartient, mais en revanche je vais essayer de retracer un petit peu à grands traits avec les illustrations que j'ai accumulées depuis une trentaine d'années l'histoire de l'endroit et des différents endroits en fait que nous occupons. Alors je vais essayer de passer de façon fluide au deuxième micro. Alors c'est la première fois que je vois ces images en aussi grand. C'est un avantage que vous allez avoir sur moi qui leur tourne un petit peu le dos. Alors pour vous aider à situer un petit peu les endroits dont on parle, je vous ai pris un extrait du plan de la ville qui a été fait par l'architecte municipal Anthony Kruger en 1896 et qui est aujourd'hui superbement numérisé par la Bibliothèque nationale de France. Alors pour vous donner quelques points de repère, le premier, c'est le ruisseau de Chambéry qui jusqu'aux années 1980 avait encore quelques débordements. Je vais peut-être le prendre à la main carrément. Voilà, ce sera plus simple. Donc ce ruisseau qui marque en fait la limite nord-est de la parcelle. Et successivement, dans cet endroit-là, vous allez voir une accumulation de choses qui n'est pas courante. Au Moyen-Âge, un cimetière juif, dont peut-être on va retrouver des traces de l'autre côté de la rue, puisque vous le savez peut-être, il y a des fouilles archéologiques en cours, je vais vous montrer où. Donc l'emplacement présumé du cimetière juif est ici. Quelques siècles plus tard, c'est devenu la maison de campagne d'un riche industriel protestant, qui est en fait celui qui a inventé l'industrie textile à Montpellier, François Farel. Voilà l'emplacement de sa villa. C'était également à l'angle de la parcelle un des postes de perception de l'octroi, qui est un ancêtre des impôts locaux sous forme de douane intérieure. Si on se situe de l'autre côté de la rue, on va y trouver la première école normale de jeunes filles, donc des institutrices qui étaient formées là au milieu du 19e siècle, et dont le terrain ensuite a été repris, c'est le quadrilatère qui est représenté ici en violet, pour faire ce que l'on appelait le petit lycée. Donc là, j'aurais besoin de vous expliquer un petit peu comment fonctionnait le système éducatif à l'époque pour qu'on comprenne ce que ça pouvait être ce petit lycée. Là où se trouvent actuellement les fouilles archéologiques, avant de refaire totalement ce stade pour l'ouvrir montpelliérain à partir de 2026, donc le stade de l'Aspirant normand. Le petit séminaire qui, lui, se trouve dans l'endroit où nous sommes. Nous sommes au rez-de-chaussée de son ancienne chapelle. Petit séminaire qui, avec la séparation des églises et de l'État, est devenu la caserne du 81e régiment d'infanterie, rebaptisé après la Première Guerre mondiale caserne de l'Aube. Donc tout ça, c'est le même endroit, entre les deux barres vertes. Et puis, la guerre étant là, des hôpitaux temporaires de part et d'autre de la rue. Une histoire un peu oubliée, assez sympathique, est celle des American Soldier Students. Donc là, j'en dirai un mot. Ils ont passé dans les locaux du petit lycée une année universitaire. Et puis une caserne qui a été aussi un lieu de mémoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que les équipes ici et les élèves le savent déjà, puisqu'il y a une commémoration chaque année des victimes de la milice dans ces lieux. Et après la Seconde Guerre mondiale, une école militaire. Vous voyez, beaucoup de choses à vous dire dans les quelques dizaines de minutes que je m'accorde. Alors je commence par le cimetière juif, et là malheureusement je n'ai pas d'illustration qui vous permettrait de voir à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. On a répertorié à peu près une centaine de cimetières juifs en Europe. Ça représente 1% de la population de l'Europe médiévale, donc c'est très peu. Et les fouilles sont difficiles. Ça ne fait que depuis les années 80 en fait, qu'on s'intéresse dans le monde universitaire à ce sujet, et avec très peu de fouilles modernes, puisqu'il y a un interdit qui est respectable, mais qui est très fort, qui est un interdit religieux, qui fait qu'on ne touche pas aux restes humains
dans la religion juive. Et donc les autorités rabbiniques, dès lors qu'un endroit est identifié comme cimetière juif, posent des conditions, et notamment le fait de réinhumer les restes au maximum 1 an après leur exhumation. Donc les scientifiques, contrairement à ce qu'on peut faire avec les ossements des hommes préhistoriques dont tout le monde se moque sur le plan spirituel, ont peu de temps pour travailler. Donc en 1319, le point de départ, c'est un acte qui explique que le roi Sanche d'Aragon, Sanche de Majorque, donc qui est représenté sur cette pièce de monnaie, autorise les Juifs qui ont été l'objet au Moyen-Âge de successives expulsions et autorisations de revenir, à revenir à Montpellier. Bon, en gros, le principe, c'est que dès qu'il y a une calamité, on trouve des boucs émissaires, et bien souvent les Juifs sont accusés d'à peu près tout et n'importe quoi. Et dès lors qu'il y a des sommes à percevoir, on taxe les Juifs. Quand ils n'ont plus d'argent, on les expulse. Et quand ils ont refait un petit pécule quelque part, on les autorise à revenir, mais on les fait à nouveau payer. Donc là, le roi de Majorque demande aux Juifs qui reviennent 50 livres melgoriennes pour l'autorisation de revenir. Je sais qu'il y a des habitants de Moguio dans la salle. Donc la livre melgorienne, ça leur parle peut-être puisque c'est la livre de Moguio. Sauf que dès le XIIe siècle, en fait, les seigneurs de Montpellier avaient récupéré le droit de battre cette monnaie, qui avait un énorme avantage, c'est que c'était une monnaie faible. Vous allez vous dire, c'est bizarre, une monnaie faible, c'est pas terrible, on préférait une monnaie forte. Alors oui, si vous voulez garder de l'argent, si vous voulez garder de la valeur, avoir des pièces d'or comme le faisaient les paysans autrefois en les accumulant dans un chaudron sous la cheminée, c'est très bien. Si vous voulez payer vos achats du quotidien et la facture chez le boucher, c'est plus compliqué. Donc une monnaie faible, c'est intéressant parce que ça circule. Et la livre melgorienne était une monnaie faible. Alors évidemment, si vous allez aujourd'hui dans un Apple Store et que vous cherchez à acheter un iPhone avec des livres melgoriennes, ça va être un petit peu compliqué. C'est pour ça, et je le dis pour les élèves au fond de la salle, que ça n'a aucun intérêt de chercher à faire une conversion en euros. On n'achète pas les mêmes choses. En revanche, pour vous donner un point de repère, disons que 50 ans plus tôt, un roi précédent, Jacques d'Aragon, avait demandé non pas 50, mais 200 livres à un ordre de religieux pour bâtir une chapelle. Donc on voit bien en fait que c'est comme tout bon racket, il faut demander une somme que l'extorqué est prêt à payer, mais pas plus, pour qu'il puisse quand même se refaire un petit peu de la laine sur le dos pour la fois suivante. Alors comment on sait que le cimetière était là? On le sait par les actes de notaire du XIVe siècle, qui l'utilisent en fait comme point de repère, on dit que tel champ ou telle maison est à côté du cimetière des Juifs, et on le sait parce que même s'il n'y a pas eu de fouilles sérieuses, on a récupéré des restes au moins 3 fois dans l'histoire. La première fois, c'est une pierre tombale au milieu du XVIIe siècle. La deuxième fois, c'est dans les années 1860, lorsqu'on a construit les locaux où nous nous trouvons aujourd'hui et qui sont ceux du petit séminaire. Et la troisième et dernière fois, c'est en 2010, donc vous voyez, c'est très récent, où l'archéologue montpelliérain Jean-Louis Vessette témoigne d'avoir trouvé des tombes juives pendant qu'on creusait une tranchée pour refaire l'alimentation en eau de ce qui devait devenir, cette année-là, l'internat d'excellence. Alors, il ne s'agit ici que de tombes. Les Juifs ne vivent pas ici. Les cimetières sont toujours des lieux impurs et éloignés autant que possible des habitations pour eux. Mais si vous avez l'occasion un jour avec l'Office du tourisme de visiter le mikvé, le bain rituel juif, c'est un très bel endroit. L'architecture en est très sobre, mais c'est un lieu émouvant et donc qui montre un peu ce que pouvait être l'autre vie de la population juive au Moyen-Âge. Alors je vais franchir rapidement quelques siècles. Ce que je vous ai affiché ici, c'est un compois. Le compois, c'est l'ancêtre du cadastre en fait. Au XVIIe siècle, on a pris l'habitude de figurer les propriétés immobilières comme ça. Et la maison que vous voyez en haut à droite de l'image est l'ancêtre de la maison qui existe encore aujourd'hui. On va en reparler assez longuement. Donc qui est la maison de départ de l'enclos Farel. Donc à cette époque, cet enclos appartient à monsieur de Verniolle, qui est déjà un propriétaire protestant. Alors il y a un grand événement à Montpellier qu'il faut avoir en tête, c'est le siège de 1622. Lors de ce siège, en fait, Louis XIII a voulu reprendre la ville aux protestants qui avaient obtenu le droit de l'utiliser comme place forte avec l'édit de Nantes. Or, les bourgeois montpelliérains à majorité protestante étaient révoltés contre le roi. Donc, comme ils sentaient le vent tourner, ils ont détruit tous les faubourgs, tout ce qui dépassait des anciens remparts médiévaux de Montpellier. Ils ont fait une très belle enceinte moderne. Ça n'a pas suffi, le roi s'est installé le temps qu'il a fallu dans le mas de Méric, il a fait bombarder la ville d'Abondance et il a fini par y rentrer. Fin de la place forte protestante et quelques dizaines d'années plus tard, fin de la tolérance, puisque en 1685, l'abolition de l'édit de Nantes, en fait, chasse une bonne partie de la population protestante de Montpellier. Alors ceux qui sont restés font souvent partie de l'élite, et cette élite à Montpellier à l'époque, elle est
commercial, juridique, on travaille dans les tribunaux ou à la faculté. Et cette élite se caractérise par un mode de vie qui est celui de la double résidence. Et c'est dans ce mode de vie-là que s'installe François Farel, qui fait construire au milieu du XVIIIe siècle cet endroit qui s'appelle le Jardin, parce qu'il a d'autres propriétés qui sont plus importantes. Et donc François Farel père, qui est né en 1709 et qui est mort en 1787, et on verra, c'est pour le situer assez important cette date de décès, il est sur ce système de double résidence qui fait qu'il a un hôtel particulier dans le vieux Montpellier, et puis dès que ce sont les beaux jours ou qu'il a envie d'un peu de campagne, il vient ici, et donc ici c'est le bâtiment, le corps de bâtiment central avec les colonnes et les statues que vous voyez ici. Donc ce bâtiment existe encore, il a été simplement agrandi de part et d'autre pour remplir de nouveaux besoins. À l'époque où je vous le montre ici, c'est la maison du colonel qui commande le 81e régiment d'infanterie. Et là, vous avez aussi vu de l'autre côté, donc par la face nord, la façade qui à l'époque était celle de l'infirmerie régimentaire. François Farel, en fait, pourquoi je vous ai cité sa date de décès, c'est parce qu'il est le premier à Montpellier à pouvoir bénéficier du nouvel édit de tolérance qu'a pris le roi Louis XVI, on est 2 ans avant la Révolution, qui rend enfin un état civil et donc une existence légale aux protestants. Parce qu'un état civil, ça n'est pas qu'un chiffon de papier, la possibilité de pouvoir être enterré de manière normale et pas de façon nocturne à la nuit, en faisait partie. Donc son terrain a servi de sépulture protestante déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Je suis à la recherche d'un ouvrage qui en traite et que je n'arrive pas à trouver, mais je vais finir par mettre la main dessus. Cette destination donc s'est arrêtée dès lors que c'est devenu officiel, et si vous visitez aujourd'hui, c'est un très bel endroit. Le cimetière protestant de Montpellier, il est depuis 1809 dans le quartier des Aiguerelles. C'est le plus ancien cimetière montpelliérain en activité et il vaut vraiment la visite. Donc photo contemporaine pour vous montrer un petit peu ce décor qui a failli disparaître, puisqu'en 1910, on retrouve ça dans le dossier de l'expulsion. Un antiquaire, un monsieur Gély, avait proposé 300 francs pour les 4 statues de la façade et pour la cheminée du rez-de-chaussée. Donc fort heureusement, l'offre n'a pas été jugée suffisante et toutes ces petites merveilles sont encore en place. Voilà comment le contrat de mariage de 1821, donc pour l'un des propriétaires de cet enclos, décrit un enclos avec habitation pour le propriétaire, donc ça c'est la petite habitation. Maisonnage, donc ça c'est la maison pour le garde, le païre comme on dit à l'époque, qui s'occupe du jardin, du verger et d'entretenir le bosquet qui est attenant au jardin Alicot. Donc le jardin Alicot, c'est la propriété qui se trouve de l'autre côté du grand mur. Une description anonyme de 1768 cite le jardin Farel parmi une quinzaine d'autres comme étant l'un des plus beaux jardins de Montpellier. Donc on voit qu'un jardin à cette époque-là, c'est à la fois quelque chose qui sert à l'agrément, donc c'est pour ça qu'il parle de l'agréable. J'entends pour l'agréable ceux qui ont des grands bâtiments, des parterres et des allées, mais on voit aussi l'importance du potager pour pouvoir se nourrir de bonnes choses bien saines. C'est déjà une préoccupation dans ce XVIIIe siècle où l'encyclopédie a répondu, dans les élites en tout cas, une certaine culture scientifique. Donc on voit aussi l'ornement du buffet d'eau qui existe toujours, même s'il est un peu envahi par le lierre. En tout cas, il était il y a 2 ans quand j'ai pu le photographier. Et puis un potager donc, qui fournit, selon le mot de l'époque, toutes sortes de légumages. Farel était un industriel important. C'est lui qui a en fait introduit le métier à tisser mécanique à Montpellier. Sa fabrique qui se trouvait dans le faubourg Boutonnet a embauché jusqu'à 1300 personnes. Donc c'était très important pour l'époque. Majoritairement des femmes. Il y avait 900 ouvrières et 400 ouvriers. Et il confectionnait à l'époque des mouchoirs de coton, puisqu'on n'utilisait pas de mouchoirs en papier jetable. Donc cette matière première importée, en fait, fonctionnait pour sa fabrication, surtout avec des moulins, pour pouvoir notamment laver le coton et le taper. Et c'est malheureusement une industrie qui n'a pas su se moderniser, puisque François Farel fils, qui lui est né au milieu du XVIIIe siècle et qui est mort en 1831, avait pourtant été d'abord un innovateur. Il a déposé en 1818 le brevet du tissu pali. Le tissu pali, vous en avez tous porté, c'est encore selon la même technique qu'on délave nos jeans aujourd'hui. À l'époque, on délavait déjà, pour respecter la mode, des tissus qui étaient grand teint, comme un jean neuf. Mais comme il était plus agréable ou plus à la mode de le porter pali, eh bien, cette technique permettait de le faire sans avoir à vieillir artificiellement les tissus après en les lavant plein de fois.
Donc le problème de Farel, c'est qu'il n'a pas su prendre le tournant industriel. Il avait 680 métiers à tisser en 1818, l'année où il a déposé son brevet. On le sait parce que c'est marqué dans le brevet. Il n'en restait que 60 en 1840, l'année où il a enfin cédé, ses descendants, pour pouvoir acheter des machines à vapeur. C'était trop tard. Et donc la plus grosse industrie textile de Boutonnet a fermé en 1848. Une figure attachante qui a passé nombre d'étés ici, c'est Paulin Deshours-Farel. Donc François Farel le jeune n'avait pas d'héritier direct, il n'avait pas d'enfant. Donc il a adopté son neveu, le fils de sa sœur, François-Paul Deshours de Calviac, que tout le monde appelait Paulin. Alors l'originalité de Paulin, c'est qu'en fait, il a plus marqué l'histoire de l'art que l'histoire de la politique, puisque un certain nombre d'artistes qui avaient fui la terreur pendant la Révolution s'étaient réfugiés à Montpellier. C'est le cas du sculpteur Pajou, qui était très admiré de Marie-Antoinette, et donc il a fait un buste de Paulin qu'on peut voir, je l'ai photographié l'été dernier, au musée Fabre. Et puis si un jour vous passez au musée des Beaux-Arts de Rennes, vous remarquerez peut-être ce jeune garçon qui n'a pas l'air d'être en excellente santé, il est quand même un petit peu pâlot, mais qui a été peint par Antoine Gros, donc qui a été après un des grands peintres de cour de Napoléon Ier, presque l'égal de Jacques-Louis David. En haut à droite, vous remarquerez la signature de Paulin Deshours-Farel lorsqu'il était maire de Montpellier. Alors il était maire de Montpellier à une époque où on était désigné par le roi, puisque lorsqu'il est devenu maire en 1832, ça s'est assez mal passé avec ses adjoints qui étaient un peu plus démocrates que lui. Et en 1833, lorsqu'il y a eu la première élection, il a été très sèchement battu. Alors, ne vous inquiétez pas pour lui, il s'est refait ensuite. Il a été conseiller général presque sans discontinuer jusqu'à sa mort. Président de la Chambre de commerce, directeur de journal, membre de la Chambre d'agriculture, bref, un notable. Un petit mot rapide, si ça veut bien passer à la diapositive suivante, sur l'octroi. Donc c'est juste pour situer, en fait, ça se trouve à l'angle de la parcelle entre la rue de Nazareth et ce qui est aujourd'hui la rue du 81e régiment d'infanterie. On devine sur le plan en grisé quelque chose qui déborde sur la chaussée et qui gêne en fait le fait pour les chars de tourner. Donc on l'a reconstruit en retrait. Tout ceci a disparu depuis sous l'élargissement de la rue de Nazareth. Donc avant les impôts locaux, il y avait une taxe à régler à l'entrée de la ville sur les marchandises. Et c'était un sport local très couru que de frauder. Donc ça allait du petit garçon qui fraudait le gibier qu'il avait braconné, jusqu'à la mamette qui, sous ses amples jupes, cachait des bouteilles d'alcool distillées à l'extérieur et qu'on faisait rentrer à l'intérieur de l'écusson. Voilà pour cette parenthèse rapide sur l'octroi. En 1859, M. Boissier, qui est le gendre de Paulin Deshours-Farel, vend au diocèse le domaine, dans l'idée déjà d'y construire le petit séminaire. Mais il est tellement difficile de réunir la somme nécessaire que l'enclos est loué, et pas en bouche à oreille, on est obligé de faire de la publicité pour que ça marche, comme le prouve l'annonce du Petit Messager du Midi qui est paru en 1861. Le petit séminaire, je l'ai titré Saint-Firmin entre parenthèses, puisqu'en fait il n'est rebaptisé Saint-Firmin qu'une trentaine d'années après, donc en 1893. Je vous présente Henri Révoil, architecte diocésain. Là, il est en train de faire un relevé avec du matériel de géomètre, qui est l'architecte de ces lieux. Alors le plan qui est à gauche n'est pas de sa main, c'est un plan qui a été fait pour donner un état de la propriété lors de l'expulsion, donc au début du XXe siècle. Alors né en 1822, c'est un Provençal. Il œuvre aux côtés de Prosper Mérimée au monument historique dès 1849. Il fait partie de ceux qui ont fait les grands chantiers de fouilles de Nîmes. Il a contribué notamment à restaurer les arènes de Nîmes, excusez du peu. Et il a contribué à l'achèvement de cathédrales importantes comme celle de Montpellier ou celle de Marseille, et même à Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère. Ce gardois, comme le grand évêque de Montpellier de l'époque, le cardinal Anatole de Cabrières, s'est pourtant fait éjecter du chantier qui a été émaillé de grands problèmes. Donc on lui doit la noblesse des plans, la beauté de la chapelle et de la cour d'honneur par laquelle vous êtes entré, qui en plus est particulièrement agréable la nuit. Mais il s'est fait remplacer en cours de chantier par Haribat, qui a été aussi un des architectes de l'achèvement de la cathédrale de Montpellier, qui était jusque-là le maître d'œuvre. En fait, le chantier souffre d'un manque chronique d'argent, et comme les ouvriers et les fournisseurs ne sont pas payés, ils ont évidemment tendance à arrêter le chantier, à faire des procès. Donc tout ça n'accélère rien. Les travaux ne commencent qu'en 1867. La souscription publique n'a pas suffi, donc il faut faire un gros crédit de 170 000 francs or, qui n'était toujours pas remboursé en 1906 au moment de l'expulsion.
Donc en forçant un peu les travaux, la chapelle est bénie en 1874, mais les petits séminaristes n'arrivent qu'à Pâques de 1879, donc encore 5 ans après. Détail amusant sur le registre de délibération de la mairie de Montpellier, c'est sur la même page que figure l'acquisition du terrain du petit séminaire et l'acquisition du petit lycée en face, alors que de part et d'autre de la rue, ne nous y trompons pas, c'est une véritable guerre scolaire qui se livre pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe. Donc voici une des plus anciennes vues de l'endroit où nous nous trouvons, donc le petit séminaire Saint-Firmin. Donc l'appellation permet de dire que c'est après 1893. Alors qu'est-ce qu'un petit séminaire? Alors à cette époque-là, parce qu'il en y a eu jusque dans les années 1970 et c'était quelque chose d'assez différent. Donc depuis 1808, il existait un petit séminaire dans les locaux du Grand. Ça marche? Bon, alors on prend le relais sur celui-là. Donc il existait déjà un petit séminaire dans les murs du Grand qui se trouvait dans le couvent des Récollets, donc à l'angle de l'avenue de Castelnau, un peu plus loin. Le rôle d'un petit séminaire, c'est d'assurer la formation initiale de jeunes qui sont normalement destinés à devenir prêtres. Sauf qu'on entre au petit séminaire à 8 ou 9 ans. Donc même si le petit garçon à cet âge-là présente une certaine piété, c'est quand même un petit peu compliqué d'être sûr qu'il aura envie d'être ordonné prêtre. Donc normalement, à partir de la classe de 4e, un petit séminariste qui n'a pas la vocation, on est censé le réorienter dans un collège catholique ordinaire. En fait, tout au long de l'existence de ce petit séminaire, il y a eu une tension entre deux objectifs qui arrivaient tant bien que mal à se concilier. Le premier objectif, c'était de former des prêtres dans un environnement, j'allais dire, chimiquement pur, en les mettant à l'abri du monde. Et le deuxième, c'était de faire la place aux aspirations des parents qui, eux, bons catholiques et recommandés par leur curé, voulaient surtout que leur enfant s'élève dans la société. En devenant prêtre, bon, si ça se trouvait, et puis c'était une bénédiction pour la famille, mais en devenant autre chose si ça lui plaisait autrement. Donc du point de vue du recrutement, ça marche plutôt pas mal, puisque dans les années 1880, 4 petits séminaristes sur 5 qui arrivent à la classe de rhétorique, l'équivalent de la classe de première actuelle, vont au grand séminaire après cette classe-là. Donc le petit séminaire accueille, selon les périodes, entre 90 et 130 petits séminaristes. Alors ils ne sont pas totalement privés de présence féminine, puisqu'ils bénéficient de l'encadrement des sœurs de la Sainte Agonie de Mazamet, puisqu'à cette époque où la division des tâches est quand même très genrée, hors de question que les professeurs masculins du séminaire s'occupent de choses aussi triviales que le linge, la cuisine ou l'entretien de la sacristie. Donc évidemment, cette religieuse, qui bénéficie quand même du logement, de la nourriture et d'un salaire de quelques francs par mois, se charge de ces choses-là. Les pères lazaristes, eux, qui s'occupaient déjà du petit séminaire du temps des Récollets, s'occupent de la direction spirituelle et de la pédagogie. Alors la vie est austère. Je pense qu'il y a des internes au fond de la salle. Donc levé à 5 heures, sans chauffage, sans eau chaude. Donc un petit tour au lavabo à l'eau glacée, histoire comme de se faire un peu net. Ensuite, directement l'étude, à jeun. Et là, il faut patienter en étude pour la messe de 7 heures. Après la messe, petit déjeuner quand même, prière de nouveau, et puis le cours de la matinée qui dure 2 heures. Dans ces études-là, l'apprentissage par cœur joue un rôle de premier plan. Il faut réciter et rendre tous les jours des devoirs écrits qui sont remis le lendemain. Donc c'est très casse-pied pour les élèves, mais c'est très casse-pied pour les professeurs aussi, qui ne pouvaient pas faire comme moi il y a quelques années, quand vraiment le paquet de copies me gonflait, ça attendait un jour ou deux. Là, non, pas possible, il faut vraiment rendre du jour au lendemain. Après les cours viennent donc aussi les devoirs, suivi du déjeuner qui précède la première récréation. Retour à l'étude jusqu'à 16h, deuxième récréation, puis repas du soir et coucher, à 9h du soir. Tout le monde est censé dormir. Voici une deuxième carte postale qui représente le potager des élèves à droite de l'allée qui mène à l'entrée. Les jeux des élèves à cette époque sont plutôt physiques. On est en plein dans la mode du football. On dit la balle au pied à l'époque. Donc dans les années 1890, c'est devenu très tendance au point que les jeunes professeurs prêtres n'hésitent pas à les dribbler en tenant leur soutane à la main, ce qui fait franchement froncer les sourcils au père supérieur. Un problème de micro? Tu récupères celui-là, d'accord. Le jeudi, puisque c'est le jour de repos des élèves, on leur propose des promenades et de temps en temps de belles excursions. Donc on a parfois qui circulent sur le marché de la collection des visites de petits séminaristes à Maguelone ou à Saint-Guillain-le-Désert.
Les études durent 9 ans, de la classe enfantine à la classe de rhétorique dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, l'instruction religieuse y tient le premier rôle, suivi du français, du latin, du grec et de l'histoire-géographie, pas de langues étrangères, des mathématiques un petit peu, et pour les sciences physiques et naturelles, c'est pour les plus grands. Et on hésitera tout au long de cette période-là à leur enseigner la philosophie ou à la réserver aux grands séminaires. Comme dans beaucoup d'institutions religieuses, donc là vous avez une vue de la cour à un moment où il y a encore des statues religieuses dedans et puis des parterres et des arbres. Donc comme dans beaucoup d'institutions religieuses, la musique, pour la liturgie mais pas seulement, est très soignée. Et ça oblige en 1896 à réserver l'accès à la distribution des prix aux personnes munies d'un carton d'invitation, sauf si vous êtes ecclésiastique, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde qui veut venir aux représentations musicales du petit séminaire. Donc c'est ici, pour la qualité de la musique, que l'évêque de Montpellier fête son jubilé en 1899. Donc Monseigneur de Cabrières offre un banquet à 200 anciens élèves du petit séminaire. Et il y a l'après-midi un concert de 2 heures. Et à cette occasion-là, on parle de lancer une souscription pour construire un clocher à la chapelle. Mais l'histoire va s'accélérer un petit peu et ce clocher n'a jamais été construit. Vous avez ici une photo qui représente un mur, et sur la droite, qui sépare en fait les cours. C'est ce qui fait qu'on peut facilement dater cette photo après 1902. Pourquoi ? Parce qu'en 1902, plusieurs ordres religieux importants sont expulsés en même temps. Le premier, ce sont les lazaristes, souvenez-vous, ce sont ces religieux qui assuraient la direction et l'enseignement ici, mais également, dans le même temps, les jésuites, qui avaient à l'époque un grand collège rue Rondelet, là où aujourd'hui il y a une très grande poste qui date des années 50. Donc il a fallu trouver de nouveaux professeurs pour le séminaire, des prêtres diocésains, des prêtres qui ne sont pas dans un ordre religieux, et puis faire de la place pour accueillir également les jésuites, enfin pas les jésuites eux-mêmes, mais leurs élèves en tout cas. Et après la séparation des églises et de l'État, donc en 1906, il y a encore une année scolaire qui est un peu bricolée ici. Donc les petits séminaristes sont mis dans une seule aile. Ils n'ont plus de cantine sur place, il faut aller prendre les repas à l'imprimerie de la Charité, avenue de Castelnau un peu plus loin. Et puis pour les messes, il faut aller à la cathédrale. Donc tous les matins, vous imaginez le petit cortège des petits séminaristes allant à la cathédrale pour 7 heures du matin. Après 1907, l'histoire du petit séminaire s'est poursuivie ailleurs, et aujourd'hui, le collège Saint-Roch à Celle-Neuve est son continuateur. Alors, je vais passer de l'autre côté de la rue pour vous parler de l'école normale de filles. En 1846, les sœurs de Nevers, qui sont bien connues dans le quartier Boutonnet, se voient confier la responsabilité d'une première école normale de filles. Leurs premiers locaux se trouvent rue du Carré du Roi, donc c'est pas loin des Arceaux. Mais ils sont très vite débordés parce qu'une école normale, évidemment, ça doit contenir à la fois de quoi enseigner aux futures institutrices, parce que là, ce ne sont que des femmes, mais aussi une classe d'application pour qu'elles puissent s'entraîner auprès d'élèves, et très vite également ce que l'on appelle à l'époque une salle d'asile. Alors ne paniquez pas au mot d'asile, hein, il ne s'agit pas de personnes qui auraient des problèmes, ce sont simplement de tout petits enfants. En fait, la salle d'asile, c'est l'ancêtre de notre classe maternelle. Donc très vite, il faut trouver plus de place pour s'installer. Et c'est en face de l'Enclos Farel, dans un endroit qui s'appelle le jardin Bourguet-aux-Illons, que les sœurs de Nevers s'installent en 1852. Alors comme le jardin Farel, le jardin Bourguet-aux-Illons n'est pas dépourvu de construction. Il y a là une jolie maison qui date des années 1780, qu'il s'agit d'étendre. Et on commence évidemment par une chapelle, comme en face. Donc la chapelle du petit lycée, en fait, est l'un de ces bâtiments aujourd'hui les plus anciens. Elle existe toujours. L'école normale se développe, elle accueille à l'époque 42 élèves maîtresses, 120 jeunes élèves et 200 tout petits dans la salle d'asile, tout ça encadré par 12 religieuses de Nevers. Le problème très vite, c'est que le placement des futures institutrices est complexe. Déjà parce que ça ne va pas vous surprendre, l'instruction des filles n'est pas du tout une priorité à l'époque, il faut attendre les années 1880 pour qu'on ait les premiers lycées de jeunes filles. Et surtout que de simples autorisations données à des religieuses, ce que l'on appelle à l'époque une lettre d'obédience, permet à des religieuses qui n'ont pas le brevet qui est réservé aux élèves qui ont suivi la scolarité de l'école normale, d'enseigner quand même. Donc il y a une forme de concurrence déloyale. Et les 124 institutrices qui ont été formées à l'école normale, en fait, ne trouvent pas toutes un emploi. Donc il est urgent d'arrêter la casse, d'autant que le département de l'Hérault aimerait bien financer ça un peu moins. Donc si on peut juste donner quelques bourses par an aux sœurs de Nevers pour remplir la même fonction dans leur couvent de la rue de la Garenne, c'est pas mal.
Et puis surtout, le préfet de Napoléon III lorgne sur ce terrain pour en faire autre chose. Alors il me faut là faire une petite parenthèse pour expliquer comment fonctionne le système scolaire au début du XXe siècle. Je suis obligé, je m'en excuse auprès des spécialistes, de faire un peu de simplification, mais il y a un principe fondamental à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, primaire et secondaire, ce sont deux étapes de la vie scolaire. On commence à l'école primaire, on continue après dans l'enseignement secondaire. Jusqu'aux années 50, largement, ce sont deux choses qui sont parallèles et étanches. Vous avez d'un côté, avec une scolarité obligatoire qui, au début des années 1920, va jusqu'à 13 ans. L'école primaire, donc j'ai repris les appellations qui vous sont familières, depuis le CP jusqu'au CM2, et quand on y réfléchit un instant, cours moyen, ça veut bien dire que derrière, il doit y avoir autre chose. Alors après le certificat d'études primaires qui était le diplôme de cette école, qui elle était gratuite, l'école du peuple, on pouvait effectivement continuer en faisant soit une classe de fin d'études si on s'arrêtait uniquement à 13 ans, soit faire des cours complémentaires ou du primaire supérieur, on disait aussi parfois des classes spécialisées, pour aller jusqu'au brevet. Le brevet de l'époque qui était le brevet élémentaire. Et pour les plus brillants sujets, on pouvait aller au concours de l'école normale. Mais c'était en concours, donc même si on était bon, s'il n'y avait pas beaucoup de place cette année-là, on risquait fort de se retrouver le bec dans l'eau. Et de l'autre côté, un enseignement qui était payant. La 6e, c'est devenu gratuit en 1934, pour donner un point de repère. Vous aviez ce que l'on appelait les petites classes, donc de la 11e à la 7e. Ça a perduré dans les établissements religieux à peu près jusqu'aux années 70, le temps qu'ils se mettent à la page. Ensuite, les classes du petit collège ou du lycée, du petit lycée. Et puis les classes que nous connaissons maintenant, donc la seconde, la première qui a cessé de s'appeler la rhétorique en 1913, et la terminale, avec ces années-là, les deux baccalauréats, puisqu'il y a eu deux baccalauréats qui se succédaient en deux parties jusqu'en 1963. Entre ces deux enseignements qui étaient relativement étanches, il y avait quelques rares passerelles. Le concours des bourses, celui qu'a passé Marcel Pagnol et qu'il décrit très joliment dans ses mémoires, donc qui permettait aux élèves les plus brillants de l'enseignement primaire de basculer vers l'enseignement secondaire au niveau de la 6e. Et de l'autre côté, ça c'est de tout temps, la réorientation qui permettait à l'enseignement secondaire de se débarrasser de ses moins brillants sujets pour les envoyer faire quelques petits cours de spécialisation. Donc le petit lycée, c'est un projet du préfet de Napoléon III qui hésite carrément à déménager le grand lycée. Parce que le grand lycée se trouve dans ce qui est aujourd'hui le musée Fabre. Alors si vous le visitez aujourd'hui, après les travaux qui l'ont embelli et agrandi ces dernières années, vous vous dites mais c'est plutôt sympathique en fait. À l'époque, la cour principale du grand lycée, on l'appelait la fosse aux ours. C'est-à-dire qu'avec tous les travaux possibles et imaginables, si vous mettez des centaines d'adolescents à cet endroit-là en ne nettoyant les WC qu'une fois par jour, voilà, vous comprenez pourquoi on disait la fosse aux ours. Donc le projet d'un déménagement complet était dans l'air, mais le proviseur du grand lycée de l'époque s'y opposait catégoriquement. Il s'appelait Monsieur Jourdain, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire sa prose pour décrire le quartier. Trop excentrique, sans équipement, les rues ne sont pas pavées. Cette zone est la pire de toutes, humide, malsaine, gâtée par les mauvaises odeurs, exposée aux fièvres typhoïdes par l'influence des émanations d'un sol pénétré par des matières animales. Il parle de fumier, puisqu'on a les abattoirs qui sont à quelques rues d'ici. Donc, exit. Il aurait préféré l'avenue de Toulouse. Finalement, c'est là qu'on a fait le lycée de jeunes filles quelques années plus tard, l'actuel lycée Clémenceau. Petite revanche de l'histoire. Donc le projet finalement retenu, ça a été celui d'une séparation entre les grandes et petites classes. Et à l'été 1860, on se dépêche de mettre 39 000 francs hors de travaux pour approprier le petit lycée. Donc la rentrée se fait avec 4 jours de retard le 10 octobre, parce qu'à l'époque, on rentre en octobre après les récoltes et les vendanges. Et encore que la nuit précédente, 40 ouvriers se sont escrimés pour essayer de rendre les choses présentables. Et le jour venu, ça a circulé dans Montpellier, il n'y a que 9 élèves qui se présentent, tellement les mamans ont été paniquées de savoir que leur enfant allait être accueilli dans de mauvaises conditions. Donc ça n'ouvre qu'avec une seule division. Donc le proviseur du grand lycée dirige ça de loin, et sur place, il y a un censeur qui s'appelle Jean-Baptiste Mangematin, c'est un nom rigolo qui est bourguignon. Donc un censeur, c'est l'ancêtre d'un proviseur adjoint en fait, c'est lui qui assure en fait la direction quotidienne de l'établissement. Simplement, le successeur de M. Jourdain, qui s'appelle M. Foncin, n'a pas de très bonne relation avec M. Mangematin, et voici comment le rapport d'inspection de 1866 décrit tout ça. Donc en parlant des deux. Un mélange de dignité et de familiarité. Quelque chose de paternel, un dévouement vrai, c'est le vrai portrait du proviseur. Le caractère même de M. Foncin et de M. Mangematin réussit très bien avec les élèves. Ce sont en somme de bonne nature. Ils crient,
Ils se démènent, ils se fâchent, ils se défâchent, ils se brouillent et se débrouillent. L'heure sonne, on n'entend plus rien. L'effectif augmente très progressivement, il n'y a que 33 élèves en 1863, mais il faut déjà dédoubler avec 2 divisions, ça ne va pas vous surprendre par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une classe d'élèves que l'on destine à poursuivre au grand lycée et une autre qu'on destine aux cours spécialisés. Donc on est orienté dès l'entrée au petit lycée, en réalité. Je vous laisse admirer l'éclairage naturel du réfectoire. Vous pouvez également vous amuser, si vous êtes joueur, à compter le nombre de bouteilles de vin rouge laissées à la disposition des élèves, jusqu'en 1954, les élèves boivent du vin. Et oui, parce que c'est sain, c'est bon pour la santé. C'est ce que cherche à faire croire le lobby viticole à l'époque. Parce qu'on se préoccupe beaucoup de la bonne santé des élèves, de leur hygiène, mais aussi de leur moralité. Voilà ce que dit le rapport du recteur en 1855 au sujet des dortoirs. Il n'y a pas plus de 60 à 70 cm entre chaque lit, et les élèves peuvent se toucher d'un lit à l'autre, ce qui compromet gravement les mœurs. Donc les nouveaux dortoirs sont censés être plus efficaces, d'autant qu'on a quand même fait un départ séparé pour les protestants. Des fois donc il y a un dortoir pour les catholiques, un dortoir pour les protestants. Mais il y a quand même un élève qui est exclu en 1870, je cite le rapport du Conseil de discipline, pour proposition malhonnête faite au dortoir pendant la nuit à son voisin et pour propos obscènes. Alors, dans un registre plus riant, voici comment le rapport de travail de 1865 décrit le petit lycée. Vous allez voir, c'est idyllique. Tout est riant dans cette annexe du lycée. Les cours de récréation, le bosquet, les jardins qui environnent la construction, l'immense parterre qui précède les bâtiments. Tout dans cette maison a reçu une excellente appropriation. Les études, les classes, les corridors, les réfectoires, la cuisine, les dortoirs, le logement du censeur, celui des maîtres et des religieuses. Oui, parce que comme en face, évidemment, l'état chancillaire, c'est pour des religieuses. Et par-dessus tout, la gracieuse chapelle qui se présente en entrant, tout en un mot plaît au regard et satisfait les cœurs des familles. Dès 1865, il y a eu un premier gymnase, mais il a été très vite utilisé pour autre chose, donc celui-là date de la fin du XIXe siècle, au moment où on a également racheté aux Sœurs de la Miséricorde le stade qui a été plus tard rebaptisé lieutenant-normand du nom d'un soldat de la caserne Testavin qui est tombé en Indochine. Donc c'est ce stade qui actuellement fait l'objet de fouilles archéologiques qui vont se prolonger encore quelques mois et dans lequel on a déjà retrouvé des tombes. Alors je ne sais pas si elles sont juives, protestantes, on verra si on arrive à avoir cette information dans les mois qui viennent. En 1864, le petit lycée accueille les élèves de la 11e à la 6e. Pour la première fois, il reçoit un aumônier catholique. Les travaux d'amélioration se succèdent, mais en 1937, il n'y a toujours ni eau chaude ni chauffage. Donc l'amélioration porte vraiment sur les moyens d'enseignement. Le lycée a une très bonne réputation, et pourtant, la qualité d'enseignement laisse l'inspecteur d'académie très dubitatif. Voilà ce qu'il écrit à la fin des années 1860. L'enseignement élémentaire, à part une ou deux exceptions, est confié, tenez-vous bien, à des maîtres inexpérimentés ou à des fumistes, rebutés et dédaigneux de leurs fonctions. Plus aucun inspecteur n'ose écrire ça aujourd'hui. Cela le contrarie d'autant plus qu'il constate, dans l'enseignement confessionnel qu'il juge pourtant inférieur sur le plan des études, un meilleur souci de l'enfance et une implication des maîtres dans leurs tâches bien supérieures. Et la guerre scolaire de part et d'autre de la rue, ce que je vous disais tout à l'heure. À partir de 1878, le vaste parc est ouvert aux élèves. Il est parfois le lieu de fête, comme la kermesse de 1905, qui fête le centenaire du lycée de Montpellier. Les locaux ont fini par dépasser 5000 m² de plancher et 300 élèves pour l'effectif le plus haut. Ça représentait le tiers de l'effectif du lycée. Bon, il y a eu des choses très joyeuses et puis des choses plus tristes. En 1896, le recteur envoie le télégramme suivant au ministre. Épidémie de scarlatine au petit lycée de Montpellier, 11 cas, dont un grave. Médecin demande licenciement, c'est-à-dire le fait de renvoyer les élèves chez eux. Croix devoir autorisée. Rentrée aura lieu mardi Pentecôte. Si état sanitaire ville le permet, prière ratifier ces mesures. C'est pour ça qu'on parle de style télégraphique, puisque comme on paye à la lettre, on coupe des mots pour que ça coûte moins cher à la sortie. Et là où c'est pas drôle du tout, c'est que même s'il n'y a eu que 12 élèves atteints par la scarlatine, en fait, il y a eu 3 morts. Et donc, il a fallu faire tout un tas de travaux de désinfection et des articles dans la presse pour convaincre les familles de renvoyer les élèves finir l'année scolaire après cet événement quand même très traumatisant. Les élèves bénéficient à partir des années 1890 d'un service d'omnibus à cheval et puis à partir de 1897 du tramway électrique.
ce qui donne lieu à un jeu lycéen qui était détesté dans le quartier. Les lycéens s'amusaient à mettre des amorces de pétards sur les rails. Quand le tramway passait, ça faisait comme un bruit de fusillade qui effrayait les gens et surtout les chevaux. Comme les autres propriétés de l'église, le petit séminaire est expulsé et en 1907, il devient donc la caserne du 81e régiment d'infanterie. Vous voyez ici son entrée qui a été un petit peu élargie depuis. Le portail par lequel vous êtes passé tout à l'heure est un peu plus large. Très vite, la musique du 81e régiment d'infanterie devient très populaire. Lorsque l'hebdomadaire mondain La Vie montpelliéraine fête son 750e numéro au restaurant gastronomique Le Grand Lucullus, c'est le chef de musique du 81e régiment d'infanterie qui a créé la musique et qui vient l'interpréter avec le ténor du régiment. Et là, vous avez une carte postale qui représente le carnaval de 1912, où on voit également la musique du 81e qui est sur les marches de l'Opéra Comédie. Donc vous voyez, c'est à droite de la photo, vous voyez le pupitre du chef. Et donc la musique faite par les militaires était très appréciée. La cour, avec les signes religieux qui ont disparu au moment de la confiscation, tout comme les parterres. Et puis très vite, malheureusement, c'est la guerre, la Grande Guerre, celle de 14-18. Montpellier a beau être très loin du front, le paysage change radicalement du jour au lendemain, notamment puisque les soldats partent tous sur le front, donc le 81e régiment d'infanterie est de tous les combats et s'illustre notamment à Verdun. Il y a eu 4 citations à l'ordre de l'armée pour le régiment. Et là, vous voyez une cérémonie qui a eu lieu dans la cour pour le père d'un des premiers sous-officiers à mourir, donc en octobre 1914. Malheureusement, il y a eu tant de morts après que tous les autres officiers, sous-officiers, sans même parler des simples soldats, n'ont pas eu droit à une cérémonie particulière. Donc très vite, des hôpitaux complémentaires. Donc ici, nous sommes dans la grande cour avec un théâtre provisoire qui avait été installé dans ce qui était l'hôpital complémentaire 49 pour que les malades puissent donner des représentations de théâtre et ainsi se distraire un peu en les préparant. Donc la guerre est déclarée le 28 juillet 1914 et dès le mois d'août, l'hôpital complémentaire est installé. Et en face, au petit lycée, on a l'hôpital auxiliaire numéro 3. Alors la nuance entre les deux, c'est que le complémentaire, il est géré par l'armée, l'auxiliaire, il est géré par la Croix-Rouge. Sinon, c'est très proche. Les élèves s'entassent dans les locaux scolaires qui restent, avec les professeurs qui n'ont pas été mobilisés. On fait revenir, bon gré mal gré, des retraités. Et pour la première fois, des femmes enseignent à des garçons. La romancière montpelliéraine Jeanne Galzy, qui mériterait d'être republiée, a laissé un témoignage très frappant de la manière dont elle a été accueillie par ces garçons qui ont vraiment cherché à lui faire la peau. Ce n'était pas du tout une expérience agréable pour un professeur femme d'être une des premières à enseigner à des garçons. Donc, pour donner un point de repère, Montpellier, en 1914, 73 000 habitants, c'est une petite ville. Il y a 4 400 lits d'hôpital militaire dans la ville. On est très loin des combats, donc on est à l'abri, on est dans une ville de médecine, c'est plutôt pas mal. La caserne du 81e et le petit lycée en face, c'est 31% de l'offre hospitalière en question à Montpellier à l'époque. Donc c'est considérable. Quelques cartes qui donnent un peu une idée de qui étaient ces gens-là. Donc là, ils sont dans une cour, plutôt avec des béquilles. Leur vie est rythmée par le passage en commission de réforme toutes les 2 semaines, puisque si vous êtes guéri, 2 semaines après, vous êtes de retour sur le front. Donc les soldats attendent ces moments-là avec angoisse, selon leur degré de patriotisme et le traumatisme éventuellement subi à la guerre. La capacité a varié de 730 à 1100 lits de ce côté-ci de la rue et il y a aussi beaucoup de convalescents. Il n'y a pas forcément que des blessés qui viennent juste d'être blessés, d'autant que le front est trop loin pour ça. Au même endroit se trouve le centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle. Donc c'est dans les annexes, de l'autre côté du bâtiment, qu'on faisait les prothèses pour les mutilés de guerre, ce que l'on appelait aussi les gueules cassées. De façon complémentaire et assez innovante pour l'époque, il y avait un centre de physiothérapie avec des kinésithérapeutes qui faisaient de la rééducation pour les soldats et le laboratoire de bactériologie et de chimie de l'armée. En face, donc sur l'hôpital auxiliaire numéro 3, la capacité varie entre 100 et 300 lits. Et ces choses-là se prolongent même un peu après les combats, puisque de ce côté-ci de la rue, l'hôpital de convalescents ne ferme qu'en février 1920, le temps que tout le monde trouve une place et un retour à la vie civile. Et en même temps, donc dès la fin de l'année 1918, au petit lycée, il y a une structure très originale qui s'installe, celle des American Soldier Students. Donc ils sont pilotés par une institution qui a été rendue bien plus tard célèbre par les Village People, qui est le YMCA, les Young Men Christian
et j'oublie le dernier, Association, voilà, donc qui a monté un projet avec les universités françaises à destination des soldats américains qui étaient sous l'uniforme. Puisque lorsque les soldats américains sont arrivés en 1917 pour rejoindre les Alliés, on les a trimballés sur des paquebots transatlantiques où on mettait 4 fois plus de soldats que de passagers civils, donc vraiment entassés, mais même en les entassant beaucoup, avec les sous-marins qui hantaient l'Atlantique, il fallait beaucoup de temps pour les renvoyer chez eux. Donc plutôt que de perdre ce temps-là, et comme en plus entre l'armistice de novembre 1918 et le traité de paix de juin 1919, il n'est pas question de dégarnir le front, on les occupe à étudier. Ça crée des tensions avec les étudiants français qui, eux, ne sont autorisés à reprendre leurs études qu'à la rentrée universitaire 1919. Donc, c'est un petit peu tendu. Donc les voici dans ce qui est devenu depuis le parc Suzanne Babu, donc côté petit lycée. Ils ont été jusqu'à 558 étudiants, et là encore, c'est totalement disproportionné par rapport au poids de Montpellier dans la population française de l'époque, puisque c'est 9% de l'effectif global des étudiants américains sous l'uniforme. C'était aussi un enjeu très important de diplomatie culturelle pour la France, et c'était un dossier qui était traité directement par le recteur et par son cabinet. C'était délégué à personne. Ça commençait par des cours de français, puisque l'enseignement se faisait en français. Donc ceux qui avaient déjà une bonne connaissance du français profitaient davantage du programme que les autres. Et puis c'était très contrôlé. Il y avait notamment un officier qui était présent à chaque cours pour faire l'appel. Hors de question de faire l'école buissonnière. Voilà, ils avaient la possibilité d'étudier, mais il fallait quand même être sérieux. Alors quand même, une fois par semaine, il y avait une réception où de nombreuses jeunes montpelliéraines venaient et découvraient cette occasion, les confiseries, le Coca-Cola et l'électricité, puisqu'on venait de l'installer dans le petit lycée, et aussi les Ford Model T, les premières voitures produites en grande série juste avant. On retourne maintenant au temps de paix avec quelques cartes postales pour montrer cette vie de caserne qui est marquée par des moments festifs. Voici le char fait par le 81e régiment d'infanterie pour un carnaval au début des années 1920. C'est assez curieux puisque vous avez à gauche de la photo des soldats qui sont déguisés en mousquetaires du roi, donc on est au XVIIe siècle avec une fortification qui rappelle celle de Vauban. Et à droite, vous avez le poilu avec sa tranchée, ses sacs de sable et ses barbelés. Bon, on arrivait déjà à voir cette distance-là. Je trouve ça assez épatant. Le foyer du soldat à l'intérieur de la caserne, donc qui a été rebaptisé caserne de l'Auve en hommage à un capitaine du 81e qui est tombé au combat. Et puis quelques photos de groupe voilà, qui montrent ici un stage de cuisine en février 1930. Les balayeurs qui se sont mis en scène avec les ustensiles de leur corvée en 1932. Ou plus simplement un groupe de copains qui se prend dans la cour en photo en 1937 avec un appareil d'amateur. Lorsqu'en juin 1919, l'administration a récupéré le petit lycée, il est dans un état déplorable et les indemnités versées par l'Association française de secours aux blessés ne suffisent pas à le remettre vraiment en état. Donc il fonctionne un peu tant bien que mal pendant ces années-là. Le côté riant des rapports d'inspection des années 1860, il faut malheureusement un peu oublier. Lorsqu'arrive la Seconde Guerre mondiale, le petit lycée est d'abord réquisitionné par la Croix-Rouge, de nouveau. Les cours reprennent après l'armistice de juin 40, mais doivent faire place en partie là aussi à un hôpital militaire. Et donc ça n'est revenu pleinement à la vie civile que dans les années suivant la guerre. Le petit lycée est resté là jusqu'à son déménagement à Joffre en 1954. C'était tellement mauvais état la dernière année qu'un prof s'est fait réprimander par sa hiérarchie parce qu'il avait repeint lui-même sa classe avec les élèves. Il ne supportait plus d'être dans une salle en si mauvais état, mais ça n'avait pas du tout été bien vu par l'administration qui voulait garder le contrôle de ces choses-là. De l'autre côté de la rue, la caserne de l'Auve accueille à partir du 28 juin 1940 les élèves de l'école de santé navale qui a dû se replier de Bordeaux. On leur organise leurs examens pour ne pas leur faire perdre leur année. Puis ça devient un hôpital militaire, mais le général de Lattre de Tassigny n'est pas très convaincu de l'intérêt stratégique de cette chose-là. Et l'évêque de Montpellier de l'époque, Monseigneur Brugne, essaye de profiter de sa proximité avec le maréchal Pétain pour éventuellement récupérer l'ancien petit séminaire. C'est quelque chose qui n'est pas digéré, c'est resté longtemps chez les catholiques de l'Hérault. Il faut les comprendre, ils avaient donné beaucoup de sous pour que ce soit construit. Et certains ont même essayé de récupérer ce qu'ils avaient donné au moment de la confiscation. Mais bon, la démarche de Monseigneur Brugne n'a pas abouti. Alors j'en arrive maintenant à la page la plus triste de cette histoire. C'est celle de la présence de la milice. Alors il me faut en dire un mot. En janvier 1943,
un activiste d'extrême droite qui s'appelait Joseph Darnan, qui était déjà engagé volontaire dans la Waffen-SS, pour donner un peu le ton du personnage, a fondé avec le soutien du président du Conseil, Pierre Laval, une milice. C'est une sorte de police politique paramilitaire parallèle qui a compté jusqu'à 15 000 recrues. Elle avait pouvoir sur la gendarmerie, elle était peuplée de personnages de sac et de corde, pas très sympathiques et pas très contrôlables. Et donc, elle se faisait une spécialité dans le fait d'arrêter des personnes fichées comme suspectes. C'était très facile dans ces années-là d'être fiché comme suspect, de les interroger et de les exécuter parfois sommairement. La population hait la milice, vraiment. C'est une détestation absolue, au point qu'en mai 1944, avant même le débarquement, ils sont obligés en fait de se réfugier ici. Donc ils ont fait une sorte de camp retranché pour se mettre à l'abri de la population et des résistants. Entre le débarquement du 6 juin et la libération de Montpellier à la mi-août, en fait, ils se sont déchaînés. Je cite, alors je ne veux pas être dans la description de choses terribles, mais une témoin de l'époque qui s'appelle Michel Alzan-Choliac, il pendait les résistants par les pouces dans la montée de l'escalier. Vous imaginez ce que ça fait être pendu par les pouces avec tout le poids du corps qui tire sur les articulations. Donc 4 ou 5 miliciens torturent. Donc il y a eu 94 victimes en tout, des hommes, mais aussi des femmes et des adolescents. Ils n'ont même pas eu le temps de dissimuler leur forfait à la fin. Certains corps ont été carrément jetés dans la Mosson ou même dans la mer à Palavas. Ils n'ont pas eu les honneurs d'une sépulture. Du fait du sabotage de la ligne de chemin de fer, les miliciens qui voulaient s'enfuir en train avec femmes et enfants n'ont pas pu le faire. Et de manière très bienveillante, le père Prévost, qui quelques mois plus tôt, dans son enclos de la Pierre Rouge, avait hébergé les enfants juifs d'Isieux, a accueilli les femmes et les enfants des miliciens. En revanche, les hommes, il n'en a pas voulu. Donc les hommes se sont évanouis comme ils pouvaient dans la nature. Certains d'entre eux ont bénéficié de l'indulgence du général Franco pour être reçus de l'autre côté des Pyrénées. Et puis quelques autres ont subi des procès de l'épuration et ont été exécutés dans les fossés du Polygone, là où il y a aujourd'hui le centre commercial. Allez, on quitte cette période noire pour entamer la toute dernière, avant la période actuelle, donc qui est celle de l'école militaire d'infanterie. Vous avez ici un insigne, on en trouve beaucoup sur le marché de la collection, de cette école militaire d'administration. En fait, après la guerre, le 81e régiment d'infanterie ne revient pas puisqu'il fait partie des troupes d'occupation françaises en Allemagne. C'est au tour des Français, des Anglais et des Américains d'occuper l'Allemagne. En hommage, en revanche, à la fin de l'année 1961, la rue a été rebaptisée rue du 81e régiment d'infanterie. De 1947 à 1956, la caserne accueille les étudiants de l'école du service de santé militaire de Lyon, cette fois-ci, dont les locaux ont été détruits par des bombardements anglais en août 1944. Donc ils sont là dans un cadre militaire, ce qui leur convient. En revanche, l'enseignement de la médecine se fait à la faculté de médecine. Ils n'étudient pas ici. Et surtout, parallèlement, à partir de l'année 1947, cette caserne sert d'école militaire d'administration pour former des intendants, ce que l'on appelait autrefois des commissaires des guerres. Donc ce sont des gens qui sont chargés de payer la solde, de donner le salaire des soldats, de les nourrir et d'assurer en fait toutes les tâches d'intendance. Et vous allez voir avec certains de leurs équipements que ça peut aller assez loin. En 1984, c'est devenu le commissariat aux armées et Montpellier, jusqu'en 2010, c'était l'école du commissariat de l'armée de terre avec le sigle EMSAM, École militaire supérieure d'administration et de management. Voici l'un des amphithéâtres de l'époque, l'amphithéâtre Bonnotte. Donc tout ça, c'est tiré d'un livret qui est daté de 1948 et de quelques revues d'anciens élèves des années 60 et 70 que je me suis procuré. Vous avez ici le lever des couleurs dans la cour d'honneur, autour de laquelle s'organisent tous les services généraux, le bureau du directeur et les services administratifs étant au premier étage. Je pense que ça n'a pas changé. Voici les cantinières qui, pour la photo, mettent des bouquets et de belles dispositions de serviettes dans le mess des officiers. Elles ont vraiment ces coiffures collées à coque de la fin des années 1940. Dans l'aile droite, on trouve les services pour les élèves, dont leur messe à eux, leur bar-foyer, leur bibliothèque. Vous avez des salles qui sont parfois en partie double. Donc là, pour l'habillement, vous avez en haut à gauche la partie théorique. Donc une salle en autobus, on écoute frontalement ce que raconte le professeur. Et puis en bas à droite, vous avez la salle de démonstration habillement avec ses machines à coudre et ses métiers à tisser qui servaient à faire les travaux pratiques. La chapelle avait été divisée dès cette époque en 3 niveaux et comme on voulait être moderne à l'époque, il y avait au dernier étage, on voit la voûte,
la salle d'organisation scientifique du travail. Il s'agissait d'organiser les choses, on ne disait pas encore en process, mais c'était un peu la même chose. Les élèves n'ont eu droit à des chambres individuelles qu'à partir de la fin des années 50. Donc au début, ils sont dans des chambrées de 3, 4 ou 6 élèves. On a fait ça joli pour la photo. Je ne pense pas qu'il y ait eu un bouquet de fleurs à chaque fois. Mais donc il y avait un petit lavabo pour les ablutions. Pour la douche, il fallait aller à l'étage un peu plus loin dans le couloir. Chaque élève avait son lit, son armoire penderie, une table de chevet et une table de travail avec une chaise. Il y avait également une salle de spectacle. Et puis tout un tas d'ateliers spécialisés. Comme il y avait encore des chevaux, il y avait des écuries et une forge. Et également un atelier de menuiserie. Parmi les équipements un peu amusants, vous avez le four et la buanderie. Donc le four ici est un four de boulanger. Donc on les voit en fait en train de sortir un four d'un four de boulanger qui est sur un camion. Donc il doit pouvoir se déplacer avec l'armée en campagne. On doit pouvoir faire du pain pour les soldats. Et le reste du temps, c'est rangé dans la cour à l'ombre des grands platanes. Le stade de l'aspirant normand a été modernisé. On y a fait un parcours du combattant. Et puis tout un tas d'agrès. Il y a même des agrès spécialisés pour l'entraînement au parachutage. Donc une tour de saut. À l'intérieur des locaux, il y a une salle d'escrime qui est décorée par les élèves eux-mêmes et un maître d'armes qui s'assure que vous puissiez encore vous battre en duel. L'école est dirigée par un intendant militaire nommé par le ministre. C'est le grave personnage à lunettes qui est à gauche, avec le monument aux morts qui a été déménagé lors du déménagement de l'école et de sa fusion. Et qu'il est entouré de 11 officiers professeurs, d'un médecin-chef et de quelques autres personnels militaires. Et comme on va chercher les talents où ils se trouvent, il y a des professeurs qui viennent de l'école d'agriculture et de l'école de commerce pour enseigner certaines matières et pour apporter des compétences qui n'existent pas chez les officiers à l'intérieur du corps professoral. Les élèves sont encouragés à poursuivre des études ou à en reprendre. Donc ceux qui ne sont pas bacheliers passent la capacité en droit à la faculté de droit de Montpellier. Et ceux qui sont bacheliers passent des certificats de licence. Et pour quelques-uns, et c'est plus rare, la licence complète. Je dis que c'est plus rare parce qu'ils reçoivent de telles félicitations dans le livre des anciens élèves qu'on se rend compte que c'était quand même assez exceptionnel. Voici un stage d'élèves en action. La scolarité dure 11 mois, donc on n'est là qu'une année, du 1er octobre au 31 août. Les 2 premiers tiers de la formation sont communs et après on peut se spécialiser. Voilà ce qui était encore la rue Saint-Vincent-de-Paul au début de l'année 1961. Ça, ce sont des photos qui ont été prises par un des stagiaires de l'époque, dont j'ai également récupéré les cartes postales qu'il envoyait à son épouse, dont celle-ci à l'occasion de l'Ascension. Nous avons fait une excursion avec l'école pour la grande fête annuelle des Gitans. Ce n'était pas mal. Nous avons assisté aux courses de taureaux au Sainte-Marie-de-la-Mer. Au retour, petit accident. Un gros quart de l'école a versé dans un fossé. Pas trop de mal, heureusement. Ensemble, nous l'avons remis sur pied. Les compétences étaient donc faciles à certifier. Voici une fête de tradition. La fête de tradition, elle permet à la fois une sorte de remise des prix au major des promotions, et puis surtout, c'est l'occasion de baptiser la promotion suivante. Alors, il y a un rituel très codifié. Il y a d'abord une prise d'armes sur le site du stade de l'Aspirant Normand. On revient ensuite dans la cour d'honneur. Et là, après avoir fait retentir la marche des tirailleurs, un truc assez martial, on envoie l'ordre, à genoux les hommes. Donc c'est ce qui illustre littéralement la photo que vous voyez là. Là, le directeur de l'école lit le décret du ministre qui baptise la promotion. Et comme si c'était une parole magique, debout les officiers, puisque entre ces 2 ordres, ils ont été baptisés, ils ne sont plus de simples hommes, ils sont des officiers. On voit toute la mystique militaire derrière. En 2010, les commissariats aux armées ont fusionné, se sont installés quelques mois plus tard, après un petit passage par Coët-Quidan, à Salon de Provence, où elle se trouve encore aujourd'hui. J'en ai fini, je vais laisser la place, si vous le souhaitez, à quelques questions. Et avec l'autorisation du proviseur, je me permets un petit instant de promotion personnelle, puisque les illustrations et les recherches que je présente ce soir, elles s'incluent dans un programme un peu plus large que j'ai mené autour de ce quartier qui nous entoure, à la fois boutonné les abattoirs devenus les Beaux-Arts et puis la Pierre Rouge. Et donc je vais faire paraître en auto-édition avec une société coopérative un petit livre. Et pour financer cette édition, voilà, des personnes qui sont éventuellement intéressées par ce que j'ai raconté ce soir peuvent me rejoindre. Merci beaucoup.